à tous. Donc effectivement, je pense que l'enjeu un petit peu de ce qu'on peut raconter dans l'heure qui suit, c'est effectivement de replacer ce qui se passe ici en Creuse, ce qui se passe plus généralement en France dans un contexte plus global. Et ce qui se passe en France, la plupart d'entre vous le savent très bien, c'est cette relance de l'activité minière depuis 2012 et surtout depuis 2013. Donc en 2012, Arnaud Montebourg pardon. Anna a écrit ce livre-là, il faut le dire. Oui, donc je crois que Hélène l'a fait à ma place, donc j'aime bien le bouquin ici, Nicolas aussi. Donc en 2012, on nous annonçait que le redressement productif de la France allait passer par la relance de l'activité minière, entre autres. En 2013, il y a eu un premier permis minier accordé depuis 30 ans, permis de recherche de métaux accordé depuis 30 ans en France métropolitaine. Entre-temps, ça s'est multiplié. Aujourd'hui, en tout, si on regarde le territoire de la France métropolitaine uniquement, sans regarder les dom-toms, il y a 18 départements qui sont concernés par les projets de recherche de métaux. Donc il y a 8 permis accordés, entre 8 et 9 en demande sur les différents territoires. Et à ça, il faut effectivement ajouter aussi ce qu'on a vu, disons, monter en puissance à partir de l'année plutôt 2009, même si ça a commencé un petit peu avant, c'est la relance de l'exploration des hydrocarbures, donc pétrole et gaz, notamment tout ce qui est pétrole et gaz de schiste et de couche. Et donc là, toujours sur la France métropolitaine, on a 53 départements au moins concernés par l'exploration et aussi par l'exploitation, parce que le pétrole est exploité déjà en région parisienne notamment. Et cette situation, donc effectivement, on ne pensait pas pouvoir la vivre il y a encore quelques années. On nous a bien expliqué que la France n'avait pas de pétrole, peu de pétrole, mais plutôt des idées. On pensait aussi, depuis surtout la fermeture de la dernière grande mine, donc la mine de Salsigne en 2004, que la page de l'industrie minière et de toutes les conséquences sociales et environnementales était en phase d'être tournée. Disons, il restait toujours des pollutions graves à supporter sur les territoires déjà ravagés, mais disons, on pensait que c'en était fini avec en tout cas ces activités en cours d'exploitation. Et donc, voilà on pensait aussi finalement que la France et d'autres pays occidentaux avaient délocalisé toutes ces activités polluantes dans d'autres pays, dans les pays du Sud notamment, dans les dom-toms, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Guyane, Nouvelle-Calédonie, etc. Et donc voilà que finalement on apprend que tout ça recommence, donc on a de nouveaux projets miniers, de nouveaux projets de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures. Donc je pense que justement ce qu'il faut voir, c'est que le fait qu'on s'intéresse de nouveau à ces sous-sols, à nos sous-sols dont on pensait qu'il n'avait plus grand-chose finalement à offrir aux industriels, est quelque chose de symptomatique de ce que Roland a montré tout à l'heure, c'est-à-dire donc là c'était pour les métaux, mais on peut élargir à l'ensemble des richesses naturelles qu'on appelle, qu'il est communément admis d'appeler ressources naturelles. Donc il y a une réelle accélération, une réelle intensification de l'exploitation industrielle de la nature au sens large, et c'est précisément, disons, à cette notion, à ce phénomène que renvoie le terme extractivisme. En tout cas c'est comme ça, disons que c'est la définition générique que j'en retiens dans le bouquin que j'ai écrit. Tout va de plus en plus vite, donc là on a vu les métaux. On sait par exemple que l'extraction des métaux a doublé au cours des 25 dernières années, que plus de 2 tiers de l'or extrait depuis sa découverte, c'est-à-dire il y a 6000 ans, l'a été au cours des 50 dernières années, que si on regarde le volume total des ressources naturelles extraites au cours du XXe siècle, donc toute forme de ressources naturelles confondues, que ce soit des minéraux, des hydrocarbures, les matériaux de construction, la biomasse, tout l'ensemble, eh bien, au cours du XXe siècle, elle a été multipliée par 8, sachant que la population n'a fait que, entre guillemets, quadrupler. Donc c'est là aussi qu'on voit que c'est loin d'être le seul facteur de cette croissance. Et donc, on va de plus en plus vite, on repousse de plus en plus loin ce qu'on appelle les frontières extractives, c'est-à-dire les limites à la fois
technique et géographique de l'activité d'extraction. Ça passe par, disons, le fait qu'on accroît toujours plus la taille des exploitations. En matière des mines, on voit qu'il y a un vrai gigantisme des projets. Pour donner juste quelques exemples, peut-être un des exemples les plus emblématiques en Amérique latine, du fait notamment de la contestation qui continue à être vraiment très forte, c'est le projet minier Conga, donc dans le nord du Pérou, qui prévoit de détruire, de faire disparaître 4 lacs de haute montagne. Et donc dans ce projet, il est prévu que pendant 17 ans d'exploitation, chaque année, on va rejeter 90 millions, quand même, mais c'est quand même beaucoup, 90 000 tonnes de résidus d'exploitation, donc chargés à métaux lourds, dans une zone de recharge hydrique aux sources des rivières qui alimentent toute une région en eau. Et si on regarde par là, disons, on peut penser que c'est loin de nous parce qu'il s'agit d'un pays du Sud dont on connaît bien, enfin, disons qu'on pense, et avec raison, que c'est un petit peu la cible principale de tous ces grands projets d'extraction. Et si on regarde un petit peu plus proche de chez nous, en Allemagne, par exemple, la mine de lignite de Garzweiler, c'est un Rhénanie Nord-Westphalie, fait déjà la taille de la ville de Lyon, donc c'est gigantesque. Et il est prévu qu'elle s'agrandisse, et pour qu'elle puisse s'agrandir, on va déplacer, enfin détruire tout simplement, déplacer les habitants de 12 villages. Donc ça c'est en Europe. Donc en parallèle avec ce gigantisme, que les exploitations soient petites ou grandes, on va littéralement cribler de ces exploitations les territoires riches en ressources naturelles. Donc ça aura pour conséquence une emprise territoriale de plus en plus importante de ces projets. Donc effectivement là aussi on peut penser à nombreux pays d'Amérique latine ou d'Afrique qui sont littéralement recouverts par des permis de recherche ou d'exploitation minière, pétrolière, les grands projets agro-industriels, des concessions d'exploitation de bois, etc. etc. Peut-être un exemple qui frappe un peu les esprits, parce que c'est un territoire symbole, c'est l'Amazonie. Donc l'Amazonie, il faut savoir qu'entre 1990 et 2010, donc la forêt amazonienne s'est vue amputée d'un territoire équivalent à la surface du Royaume-Uni, donc 240 000 km², qu'aujourd'hui 15% de ces sous-sols sont concédés à des entreprises minières, 20% à des entreprises d'hydrocarbures, qu'il y a 400 grands barrages soit déjà construits, sont encore en stade de projet, dont certains très grands, comme par exemple le barrage de Bellomonte, c'est peut-être le plus connu, pour la construction duquel il est question de déplacer 20 000 personnes. Donc c'est quelque chose qui continue à s'éteindre. On peut aussi évidemment penser à l'agriculture industrielle, notamment tout ce qui est culture d'OGM, entre autres. Le soja transgénique, toujours en Amérique latine, occupe 47 millions d'hectares des terres arables dans le cône sud, donc c'est loin d'être négligeable. Ça représente 60% au moins des terres arables d'Argentine, 66% du Paraguay et entre 20 et 30% des terres arables d'autres pays, limitrophes, le Brésil, l'Uruguay, etc. Et toujours, si on regarde plutôt dans les pays occidentaux, on peut penser par exemple à l'exploitation des sables bitumineux au Canada, donc dans l'Alberta, qui s'est étendue sur 600 km² aux exploitations de gaz de schiste, par exemple en Pennsylvanie, où il y a un puits chaque kilomètre carré. Donc c'est vraiment quelque chose qui a de plus en plus, disons, qui laisse de moins en moins de surface non affectée par ces activités. En parallèle, on va aussi, toujours pour accéder à ces ressources de moins en moins abondantes et en moindre qualité, utiliser des technologies de plus en plus invasives et de plus en plus polluantes. Donc on connaît par exemple la fracturation hydraulique qui va permettre d'extraire ces micro-concentrations d'hydrocarbures qui sont piégées dans les roches mères imperméables à grande profondeur. Donc c'est une technique vraiment intrusive et dangereuse, notamment pour les nappes phréatiques, entre autres. On peut évidemment penser aussi à l'usage accru des produits toxiques par l'industrie minière, donc là aussi pour extraire des métaux de faible concentration, donc ce qui va aussi de pair avec la génération d'énormes quantités de déchets, de stériles.
ou encore l'usage accru des produits toxiques aussi dans le domaine de l'agriculture industrielle pour forcer, disons, les sols qui sont sur le point de devenir stériles de continuer à produire. Et donc en parallèle, encore une fois, on repousse ces limites techniques et on va aussi avancer sur les nouveaux territoires, les territoires autrefois préservés, les territoires qui ont déjà été exploités par le passé et on pensait qu'elles ne le seront plus, mais ils le sont de nouveau, ou en tout cas on s'y intéresse, etc., etc. Donc cette fièvre extractive, cette avancée, disons, des frontières extractives pose un certain nombre de problèmes à toutes les échelles, enfin des problèmes graves, toutes les échelles. Donc on peut commencer peut-être par le niveau des États. On constate à ce niveau que de nombreux pays du Sud riches en ressources naturelles, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, sont en train de se reprimariser, c'est-à-dire reprimariser leurs économies. Donc ils renforcent cette spécialisation historique de leurs économies dans l'exportation, donc dans l'exploitation des ressources naturelles. Leurs sols sont riches. Et donc ce qui rend ces pays dont les revenus des États dépendent très étroitement des revenus d'exportation, ce qui les rend très fragiles, très dépendants vis-à-vis notamment de tout ce qui se passe au niveau des marchés des matières premières, notamment les fluctuations des prix. C'est ce qui se passe précisément aujourd'hui dans de nombreux pays d'Amérique latine ou d'Afrique, entre autres. Et d'ailleurs, c'est précisément dans ce contexte qui est apparu au départ le terme extractivisme, c'est-à-dire apparu sous sa connotation, disons, critique, parce qu'il y a une autre définition plus ancienne qui a un petit peu une autre signification, mais sous cette connotation critique, donc il est apparu dans les années 2000 en Amérique latine, et c'était précisément pour désigner, c'est toujours le cas, ce terme il a toujours cette signification, le plus souvent dans les publications militantes universitaires en Amérique latine, c'est pour désigner l'exploitation massive ou intense des ressources naturelles, essentiellement destinées à l'exportation sous forme de matières premières non transformées ou qui ont subi une transformation minimale. Donc l'idée, c'est vraiment de dénoncer, disons, le pillage des richesses naturelles de ces pays qui ne profitent pas finalement aux pays qui en supportent les coûts, de leur extraction. Donc le pillage historiquement du sud par le nord, aujourd'hui aussi par les pays émergents, la Chine en tête. Et donc on parle notamment à ce sujet de la malédiction des ressources naturelles ou de la malédiction de l'abondance. C'est-à-dire que non seulement les ressources naturelles ne profitent pas aux pays qui en sont riches, mais aussi les enferment dans toute une série de spirales de dépendance dont ils n'arrivent pas à sortir. Et si on regarde à l'échelle globale, là effectivement on pense directement à la menace d'épuisement d'un certain nombre de ressources naturelles, dont les plus stratégiques. Non seulement d'ailleurs les ressources naturelles non renouvelables à l'échelle humaine, donc les minéraux, les hydrocarbures, etc., mais aussi les ressources qu'on qualifie de renouvelables, mais qu'on va exploiter à un tel rythme que finalement ils n'ont pas le temps de se renouveler suffisamment vite pour l'usage qu'on en fait. Par exemple, on sait qu'au moins 40% des terres arables sont aujourd'hui fortement dégradées et 10% rendues inutilisables pour l'agriculture. On sait que l'eau douce de bonne qualité se raréfie. La surpêche menace l'extinction de nombreuses espèces de poissons et beaucoup d'espèces ont déjà disparu. La biodiversité en général est en chute libre. Et puis aussi, même du côté, disons, des substances les plus abondantes, comme le sont les matières de construction, le sable notamment, on commence à avoir des pénuries locales et donc vont obliger à aller chercher ces ressources de plus en plus loin. Donc finalement, je pense que c'est un lieu commun. Notre développement et notre croissance sont vraiment en train de vider la planète au sens propre du terme et finalement creusent leur propre tombe à une échelle plus ou moins éloignée. Mais ce qui me semble, disons, important à souligner, c'est que, à mon sens, ce n'est pas ça, ce n'est pas le plus grave. C'est-à-dire que les ressources naturelles, un certain nombre de ressources naturelles ont beau s'épuiser, à condition d'y mettre le prix et les moyens techniques, il en reste encore pour quelque temps. Donc, on a vu par exemple
la fièvre extractive, dans le domaine notamment des hydrocarbures et des métaux de ces dernières années, a permis d'accroître non seulement l'offre présente sur le marché de ces ressources, mais aussi les réserves. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, peut-être que c'est inutile de le préciser parce que je pense que vous connaissez assez bien le sujet ici, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à la différence, disons, de la notion des ressources, la notion de réserve est une notion avant tout économique. C'est-à-dire que les réserves augmentent non seulement en fonction de la découverte de nouveaux gisements, ce qui est le cas pour les ressources identifiées, mais ils augmentent aussi quand les techniques d'extraction progressent et quand les prix montent suffisamment pour rendre rentables les dépenses nécessaires pour accéder à des gisements difficiles d'accès, grâce notamment à de nouvelles techniques. Nouvelles techniques qui sont souvent beaucoup plus chères que les techniques, disons, conventionnelles, traditionnelles. C'est donc l'idée la notion de réserve en géologie n'est pas fixe. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a 40 ans, les réserves de cuivre étaient de 280 millions de tonnes. Entre-temps, on en a extrait 480 millions et au début des années 2010, il en restait encore 700 millions. Donc, on voit bien que c'est pas pour dire que les ressources sont infinies, elles sont finies, mais il y a une limite, disons, il y a une marge d'action qu'on utilise joyeusement aujourd'hui. Et c'est effectivement ce qu'on a vu aussi en matière de pétrole. Il y a encore quelques années, on pensait vraiment à nous parler de la fin imminente du pétrole et tout le monde en était plus ou moins convaincu. Les dernières années, la hausse des prix, la flambée du prix du pétrole jusqu'à dans l'année 2014 a permis justement le recours aux nouvelles technologies plus chères, comme la fracturation hydraulique, comme les forages offshore ultra profonds qui sont aussi très chers, comme l'exploitation des sables bitumineux, etc. Et donc, ces nouvelles techniques ont permis d'accéder à des gisements qui autrefois n'étaient pas considérés comme exploitables. Et donc, ça a accru non seulement l'offre, mais aussi l'estimation des réserves qui nous restent. Et donc, finalement, d'ailleurs, ça a fini par faire chuter les cours. Le prix du pétrole a réellement chuté. Et en matière des métaux, c'est un petit peu le même schéma, mais disons que la baisse des prix de métaux n'est pas aussi importante. Enfin, elle reste, disons, relative par rapport au niveau des prix au début des années 2000. Donc, ça continue à être intéressant d'aller les chercher un peu partout. Donc finalement, vous voulez revenir, c'est une parenthèse un petit peu longue, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en tirant sur la corde, on arrive encore à éloigner, disons, cet horizon de l'effondrement de notre économie par manque de ressources, ce qui rend finalement la menace d'épuisement des ressources moins immédiate. Par contre, ce qui est le plus immédiat, ce qui est à mon sens le plus grave, c'est tout ce qu'on est en train de détruire pour accéder justement à ces dernières miettes de métaux, à ces dernières micro-gouttelettes d'hydrocarbures, pour dernière capacité des sols à produire, etc., etc. Sachant en plus que, comme je l'ai déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est plus les ressources sont difficiles d'accès, plus les technologies sont potentiellement dangereuses, polluantes, invasives, etc. Donc finalement, je pense que la véritable question qu'on doit se poser quand on s'intéresse à ces sujets, ce n'est pas tellement ce qui est de savoir combien de ressources disponibles il nous reste, et s'il nous en reste, mais plutôt quels seront les coûts sociaux, les coûts environnementaux et dans d'autres domaines si l'exploitation de ces ressources se poursuit. Donc, on sait qu'aucune forme d'exploitation des ressources naturelles à grande échelle n'est bénigne. Alors on peut discuter des différentes techniques, certaines sont plus ou moins polluantes, plus ou moins respectueuses de l'environnement, même si c'est un petit peu un oxymore. Mais en tout cas, elles ont toutes des impacts. Le nombre grandissant de tous ces projets miniers, pétroliers, agro-industriels, d'exploitation de bois, etc., hydroélectriques aussi, donc leur nombre grandit et accumule donc aussi les impacts locaux qui finalement disons, contribuent à dégrader les grands équilibres écologiques. Donc on pourra en reparler, mais j'essaie d'accélérer parce que je crois que... Oui, ok, bon, je vais accélérer encore plus. Encore sur 20 minutes. Après une question.
gestion locale et après le plus de place possible pour... Ok, je vais sauter quelques étapes. Mais ce que je voulais, en fait, ce sur quoi je voulais insister, c'est que, disons, les impacts de cette fièvre extractive, ils sont vraiment, enfin, on peut les constater à toutes les échelles, donc à l'échelle des États, à l'échelle globale et aussi à l'échelle locale. Et c'est peut-être là, enfin, en tout cas, comment dire, ces impacts locaux, ils sont en lien étroit avec ce qui se passe globalement. Et sur chaque territoire concerné, cette fièvre extractive va continuer à détruire l'environnement, les paysages, la beauté des paysages, qui est quelque chose dont les industriels, ils s'en moquent, hein, mais nous, ça nous importe beaucoup. La santé donc, des riverains des sites de ces projets qui est menacée, voire détruite déjà. Les activités locales, les moyens de subsistance, parce que ces grands projets rentrent souvent en compétition avec les populations locales pour l'usage des ressources essentielles comme l'eau ou la terre. Donc là, on peut donner aussi de nombreux exemples, mais je vais passer plus vite. Et ce que ça détruit, c'est aussi les modes de vie, les cultures, les projets collectifs existants sur les territoires ou à construire ou en construction, etc. etc. Donc à mon sens, c'est probablement là que le principal enjeu, enfin en tout cas c'est ça aussi qui nous fait réagir et qui nous fait résister. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que bien avant, disons que l'humanité nous sombre sous l'avalanche des catastrophes écologiques globales, et bien avant qu'il ne nous reste plus aucune ressource à exploiter, pas les ressources utiles à nos industries à exploiter, l'extractivisme, enfin, l'ensemble de ces activités extractives qui s'accélèrent et qui s'intensifient, détruisent déjà non seulement les écosystèmes, mais aussi finalement plus largement les territoires encore habitables et encore habités. J'aime beaucoup une expression d'un militant afro-colombien du Pacifique qui parle d'un territoire comme d'un espace pour être. Un espace pour être parce qu'un territoire n'est pas seulement une étendue de surface terrestre où on trouve les ressources matérielles nécessaires à subvenir à nos besoins, mais ça a aussi cette dimension. Le territoire, c'est aussi, voire surtout, un espace de vie façonné par les gens qui l'habitent et qui les façonnent aussi en retour. Et or, ce qu'on voit en fait avec ces projets extractifs, ces méga-projets extractifs, c'est non seulement qu'ils déplacent les populations, là c'est encore quelque chose dont on pourrait parler pendant longtemps, il y a de nombreux exemples, et pas seulement d'ailleurs dans les pays du Sud, mais aussi finalement qu'il impose une vision utilitariste du territoire, donc le territoire qui doit forcément remplir une fonction utile au système industriel et marchand global. Et ce qu'on voit sur les cartes, par exemple, de terre minier, c'est des figures géométriques, hein, donc c'est des figures géométriques délimitées en fonction de leur utilité, de leur intérêt géologique, des gisements qu'ils recèlent, de leur potentiel d'extraction finalement. Ça, c'est pour les zones d'extraction, mais il y a évidemment d'autres fonctions, et donc là aussi, cette offensive extractiviste, elle n'est pas, disons, dissociée de tout le reste, s'inscrit vraiment dans une offensive beaucoup plus globale, parce que, donc, en plus d'extraire, il faut transformer la substance extraite en produit exportable, ou pas exportable, en produit, assurer le transport, produire de l'énergie pour extraire, pour transformer, pour garantir la fluidité de circulation, et aussi à l'autre bout de cette chaîne, fabriquer des marchandises, donc dans des zones industrielles, les vendre dans des zones commerciales, héberger la force de travail et de consommation dans des zones résidentielles, la divertir accessoirement dans des centres de vacances et recevoir les déchets évidemment en tout bout de la chaîne dans les zones poubelles. Et donc à chaque étape de cette chaîne, on a évidemment aujourd'hui des accélérations, des croissances du nombre de projets, l'augmentation de leur impact, de leur emprise territoriale aussi. Et finalement, à chaque maillon pourrait correspondre à un isme, comme extractivisme correspond au premier maillon, donc là évidemment on pense au productivisme, au consumérisme, etc. Et la critique de l'extractivisme, son intérêt, c'est justement faire le focus sur la première étape, donc l'étape de l'extraction, disons attirer notre attention sur le fait que sans cette première étape, aucune des étapes suivantes ne serait possible. Parce que, disons, c'est tout le contraire de ce qu'on essaie de nous faire croire, en tout cas un certain nombre de discours essaient de nous faire croire
que notre économie se dématérialise. On pense aussi que voilà, aujourd'hui, bon, on pourra y revenir, mais l'économie des pays. Ouais, j'arrête. D'accord, ça je passe. Je voulais juste insister sur un tout dernier point, et on reviendra sur cette histoire de dématérialisation plus tard. Le tout dernier point, c'était voilà ce que je voulais insister aussi sur quelque chose qui me semble assez essentiel. C'est qu'un des principaux discours, disons, de légitimation de l'extractivisme, qui, pour sa part, a bien intégré, disons, que notre économie n'est pas immatérielle, ce discours consiste à nous faire accepter, disons, tous ces ravages en nous disant que nous n'avons aucune alternative, nous n'avons pas d'alternative. Nous n'avons pas d'alternative sur chaque territoire concerné, disons, à l'extractivisme comme activité économique. Donc là, on parle d'emploi, de croissance, de développement, etc. Et on nous dit aussi qu'on n'a pas d'alternative, finalement, aux ressources naturelles en général pour fabriquer tous ces produits et tous ces services qui nous semblent absolument indispensables. Et donc, ce sur quoi je voulais insister, c'est ce discours camoufle quelque chose qui est à mon sens très important, c'est que l'extractivisme et en général toutes les autres formes de dévastation des territoires que je citais tout à l'heure détruit l'alternative, donc ni l'existence. Donc c'est pas seulement que, en fait, disons que c'est presque le contraire de ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est-à-dire que les territoires sur lesquels avancent ces projets extractifs et autres projets industriels, ce sont des territoires souvent relativement, donc certains de ces territoires sont relativement préservés ou en récupération, quand ils ont déjà été détruits et disons, il y a tout un travail de rémédiation qui est fait sur ces territoires, sont aussi souvent des territoires des communautés paysannes ou des peuples indigènes dans les pays du Sud. Dans certains pays, le Pérou par exemple, presque la moitié des territoires des communautés paysannes sont concernés par des projets miniers, en l'occurrence. Les derniers territoires ruraux aussi dans les pays du Nord, les territoires de montagne, etc. Donc finalement, les zones où d'autres pratiques et d'autres visions du monde sont encore possibles, et ils existent. Donc là aussi, on pourra détailler éventuellement. Et donc finalement, voilà, c'est pas seulement quelque chose qui a des conséquences, disons, locales. Même si ça a des conséquences locales graves en termes de destruction de l'environnement, c'est plus généralement conclusion. Plus généralement, qui est en train de, une offensive générale qui est en train de détruire les possibilités de vie. Et donc voilà, d'où l'importance, disons, de continuer à faire ce que vous faites, ce que font tous les collectifs réunis ici, de défendre chaque espace en danger. Ça va? Bonjour à tous. Il marche? Ah oui. Donc bonjour à tous. Je suis Nicolas Cerciron. J'ai donc écrit ce livre d'aide extractiviste il y a 1 an et demi maintenant. Je fais partie du CNDTM, le comité pour l'annulation des dettes illégitimes, avant en fait du tiers-monde. Et bon voilà, c'est pour essayer de comprendre pourquoi on était si riches, même si de façon inégalitaire, et pourquoi ils sont si pauvres ailleurs. La dette, c'est cette réflexion-là, et c'est cette réflexion sur la dette qui m'a amené à comprendre ce qu'était l'extractivisme. Et donc je vais rebondir sur le TINA dont a parlé Anna à l'instant, le There is no alternative de Thatcher, comme s'il n'y avait pas d'alternative au capitalisme tel qu'il est, à l'extractivisme qui galope, etc. Et c'est intéressant de revenir en arrière pour comprendre un petit peu les choses. L'extractivisme, on peut dire qu'il a commencé avec l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes. En fait, l'Europe a commencé à s'enrichir vraiment et à se différencier des autres continents à partir de ce moment-là. Et comment elle a fait? Elle a utilisé la force de travail des humains. Et donc, elle a commencé, pour extraire des richesses naturelles des Caraïbes et de l'Amérique du Sud,
elle a commencé par extraire de la force de travail d'Afrique. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc elle a utilisé la force des esclaves qu'elle a transportés pour extraire de l'or, de l'argent. Vous savez que Potosi est une mine qui fonctionne encore en Bolivie, dont on a extrait des milliers de tonnes d'argent et d'or, et où il est mort 6 millions de personnes, d'après les historiens. Et ce système-là de l'esclavage a duré 3 siècles, et c'était quelque chose de très, très rentable pour les gens qui investissaient dans les bateaux, qui faisaient ce commerce triangulaire, hein, qui allaient chercher des esclaves et puis qui ramenaient les épices, le coton, le tabac, le cacao, le café, le sucre, toutes choses qu'on n'avait pas. Ça a duré environ 3 siècles. Et cette période-là, c'est pour moi la période qui a permis au capitalisme véritablement de se créer, de trouver sa ressource. Et c'est intéressant de voir que d'un côté, il y a un enrichissement très, très, très fort d'un certain nombre de personnes, y compris même du continent européen, même si ça ne s'est pas fait tout de suite. Et d'un autre côté, il y a des destructions humaines, hein, parce qu'un esclave, un jeune esclave vivait entre 6 et 9 ans, tellement on le faisait travailler dur, plus dur qu'une bête de somme, d'une certaine manière. Donc cette période qui a duré 3 siècles s'est arrêtée avec une transformation qui est la naissance de la société thermo-industrielle. Et cette société thermo-industrielle, donc, qui s'invente avec la machine à vapeur, elle va augmenter ses capacités extractives largement, d'abord par les transports, et puis par les machines d'extraction, par les machines de transformation. Et donc cette période-là, cette période de la révolution industrielle qui commence vers 1800-1850, c'est la période de la colonisation de l'ensemble des continents. Alors que l'esclavage commence à disparaître parce que c'était vraiment quelque chose d'insupportable, eh bien c'est la colonisation de tous les continents avec le travail forcé et la mise en esclavage d'une certaine manière des peuples de presque tous les autres continents hors de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'en Europe le travail c'était rigolo et que c'était aussi un travail un peu esclave, hein, dans les entreprises même carrément. Et donc cette période-là, qui est une période hyper extractive, c'est-à-dire que là on va faire des monocultures, de cacahuètes, de sucre. Cuba, une partie des terres de Cuba va être ravagée par la monoculture de la canne à sucre, etc. Cette période va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pour simplifier, et on va rentrer dans une nouvelle période. Bon, on est toujours dans la civilisation thermo-industrielle dans laquelle on est toujours. Bon, la machine à vapeur est remplacée par le pétrole et le moteur à explosion. Et là, on augmente encore les capacités extractives. Et c'est un moment très particulier puisque c'est le moment où explose la société de consommation. Donc la société de consommation, moi je l'appelle conso-gaspillage. Et si c'est une société de conso-gaspillage, ça veut dire que qu'est-ce qu'on gaspille? Ben, on gaspille des choses qui sont issues d'une transformation de matière extraite. Et là, ça va être vraiment la razzia, quoi. Alors que les armées coloniales quittaient ces territoires, on a augmenté le pillage. Et comment on a fait pour augmenter le pillage dans les territoires qui n'étaient plus soumis par des armées d'occupation? Eh bien, on a inventé la dette illégitime. C'est-à-dire que les décideurs qui avaient combattu les armées coloniales et qui avaient obtenu le pouvoir au moment des décolonisations, ceux qui voulaient l'autonomie de leur pays, qui ne voulaient plus que leur pays soit pillé, extrait, etc., ceux-là ont été assassinés ou mis de côté et remplacés par des gouvernements, des bourgeoisies corruptibles, qu'on a corrompues avec de la dette. C'est-à-dire qu'on leur a prêté de l'argent, qu'ils ont détourné, moyennant quoi, au lieu de faire comme des Lumumba, des Thomas Sankara, des Allende, etc., au lieu de vouloir faire tout ce qui était possible pour que leur population trouve une forme de bien-vivre, de bien-être, eh bien ces gens se sont accoquinés avec les transnationales, avec les gouvernements du Nord, et ils ont travaillé au bien-avoir de ces multinationales, des actionnaires de ces multinationales, qui ont déployé un extractivisme forcené. Donc il y a eu une complicité de fait entre
entre ces décideurs et les grandes entreprises qui étaient déjà présentes au moment des colonies, mais qui ont pu développer encore leur capacité de pillage extractiviste. Alors cet extractiviste, évidemment, il est minier, mais il n'est pas que minier, hein, comme je l'ai dit, il est aussi agricole. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça continue. Des grands pays comme l'Indonésie, qui sont peut-être encore le troisième émetteur de gaz à effet de serre, le sont parce qu'ils brûlent les forêts primaires pour mettre du palmier à huile. Et donc, le palmier à huile produit une huile qui est la moins chère qu'on puisse trouver sur la planète, c'est l'huile alimentaire, qu'on peut aussi transformer en agrocarburant. Mais en fait, si on revoit un petit peu l'histoire, c'est intéressant de voir que le Brésil, par exemple, sont des pays qui ont été mis sous dictature avec l'aval des Occidentaux. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, Sukarno a été remplacé par Suharto, qui a éliminé entre 500 000 et 1 million de communistes. Hein. Donc c'était une lutte patronnée par les États-Unis pour lutter contre l'ennemi soviétique, et que ces pays ont été hyper endettés. Et que pour rembourser leurs dettes, le Brésil c'est pareil, sous la dictature, ces pays hyper endettés, pour rembourser leurs dettes, ont été poussés à exporter leurs ressources naturelles. Et donc, il y a eu aussi une crise de la dette, donc tout un ensemble qui fait que le FMI est intervenu en disant « Ah, vous avez des difficultés pour rembourser vos dettes, bien sûr, elles sont illégitimes. Hein. Une dette illégitime, c'est une dette qui n'a pas profité à la population. Hein. Imaginez que vous empruntez pour acheter une voiture et c'est quelqu'un d'autre qui la conduit. Vous n'avez pas accès à votre voiture, mais vous payez les remboursements. Une dette illégitime, c'est ça. C'est-à-dire que le pays est endetté, vous, en tant que population, vous remboursez à travers vos impôts, la TVA, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas eu les investissements qui correspondent aux prêts faits. Mais il faut les rembourser. Et donc, pour les rembourser, le FMI et la Banque mondiale ont dit, voilà, vous allez exporter vos ressources naturelles, ça va être formidable parce que vous en avez beaucoup. Votre agriculture vivrière, vous allez transformer en agriculture d'exportation, ce qui était déjà en partie fait, mais vous allez le faire encore plus. Et moyennant quoi, vous obtiendrez des devises, et ces devises, vous allez les exporter au nom du remboursement de la dette, en partie. Donc c'était absolument formidable. Et donc c'est ce qui a fait, ce qui a participé à cet enrichissement absolument incroyable de l'Europe. Pas toute l'Europe, pas toutes les populations de l'Europe, mais tout de même, les classes moyennes sont bien apparues pendant la période dite des 30 glorieuses, qui sont les 30 odieuses pour les pays colonisés, ex-colonisés ou encore colonisés, hein, puisque les 30 glorieuses de la France, c'est en grande partie une période où la France était encore un pays colonisateur. Hein. Donc c'est intéressant de comprendre cette relation entre l'extractivisme qui permet aux détenteurs de capitaux de s'enrichir énormément. Et pourquoi ils s'enrichissent énormément? Eh bien parce qu'ils n'assument pas ce qu'on appelle les externalités négatives. Les externalités négatives, c'est ce dont Anna a parlé, mais que tout le monde comprend avec les mines ou avec autre chose, c'est-à-dire la destruction des territoires, le déplacement des populations, et puis la grande pollution généralisée qui est le réchauffement climatique. Donc les extracteurs de pétrole, par exemple, Elf, dont on a eu quelques éléments intéressants sur sa manière de faire à travers le procès Elf, eh bien Elf ne payait quasiment pas la ressource, et Total non plus ne paye quasiment pas la ressource. C'est des arrangements avec les gens au pouvoir dans le pays où on extrait, que ce soit au Nigeria, au Gabon, au Congo-Brazzaville, dont on sait que les détournements sont énormes, Ali Bongo, qui en ce moment essaye de se faire réélire au Gabon, et la France le soutient parce qu'il y a des révoltes terribles, parce que le clan Bongo, ça doit faire 35 ans qu'il est au pouvoir et qui détourne pour son bien avoir personnel le fric du pétrole. Donc on voit bien que tout ça, ce sont des externalités négatives pour les peuples. Car le Gabonais, il est presque aussi pauvre qu'un Sénégalais qui n'a pas de pétrole. Donc c'est absolument terrible. Et le réchauffement climatique, il n'est pas assumé par ces extracteurs. Il n'est pas assumé du tout. Je veux dire, jamais on leur a demandé de dire, ben voilà, vous vendez du pétrole, vous allez réchauffer, peut-être qu'on va vous taxer pour des sommes très très importantes, parce qu'il n'y a pas de raison que vous fassiez des bénéfices sans participer à la vie de tous qui est détruite. Hein. Aujourd'hui, il y a une partie de l'Afrique qui est en état de dessèchement, hein. Le désert gagne, et s'il
s'il y a des migrations africaines aussi importantes, c'est parce qu'il y a une désertification qui avance. Et cette désertification, les Occidentaux, les extracteurs en sont en grande partie responsables. Le pétrole qu'on utilise est grandement responsable de ça. Mais le pétrole sous toutes ses formes. Et une de ces utilisations du pétrole et du gaz qui est une utilisation très importante et qu'on ne connaît pas très bien parce qu'on n'y pense pas souvent, c'est l'agriculture productiviste. L'agriculture productiviste utilise du gaz transformé en engrais azotés. Ces engrais azotés et une partie du pétrole est transformée en pesticides, et ces engrais azotés, ces pesticides, sont l'essentiel de l'agriculture productiviste. Or, l'agriculture productiviste aujourd'hui, plus l'alimentation industrielle, donc l'ensemble, ça veut dire l'ensemble de la production de grains, etc., de viande, etc., leur transformation, leur vente, les circuits de transport, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des élevages en France, par exemple, mangent du soja importé d'Argentine et du Brésil. Eh bien, le résultat de cette agriculture productiviste, de cette alimentation industrielle, c'est, selon l'association Grain, environ 50% des gaz à effet de serre émis. C'est absolument colossal, entre 47 et 54%, pour dire exactement. Donc ça se divise entre la destruction de la matière organique des sols, les transports, les émissions d'oxyde nitreux qui sont dues aux engrais azotés, etc. Bon, tout un tas de choses, c'est absolument démentiel. Et on voit très bien, si on regarde cette agriculture productiviste, à quel point les pollueurs ne sont pas responsables de leur pollution. Parce que aujourd'hui, selon Jacques Kaplan, eh bien, pour nettoyer l'eau, les nitrates et les pesticides, si on ramène l'ensemble du prix de ce nettoyage sur la France au nombre d'hectares pollués par ces nitrates et ces pesticides, eh bien, selon Jacques Kaplan, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'agriculture biologique peut nourrir le monde, eh bien, c'est de 800 à 2400 euros par hectare pour le nettoyage de l'eau. 800 à 2400 euros par hectare. Vous imaginez. Or, un hectare de maïs à 150 euros la tonne et 7 tonnes à l'hectare, c'est 1000 euros. Donc, déjà pour produire ces 1000 euros de chiffre d'affaires, il a fallu investir entre 500 et 1000 euros. Mais en plus, s'il fallait nettoyer l'eau, comment ferait les gens? Donc, des gens comme Basse, Syngenta, Monsanto, Bayer, etc., si on leur disait, ok, vous vendez des pesticides, maintenant, vous allez payer le nettoyage de l'eau. C'est fini, il n'y a plus de pesticides. Donc, ça s'appelle la dette écologique, ça s'appelle les externalités négatives. Et tout le capitalisme est fondé sur le fait qu'il ne paye pas les externalités négatives, qu'il ne paye pas pour ses pollutions. Sinon, il ne pourrait pas polluer. S'il serait obligé de s'arrêter, il ne pourrait pas exister. Et c'est depuis 5 siècles comme ça. En fait, c'est depuis l'esclavage. Aujourd'hui, on n'a jamais fait payer aux détenteurs de capitaux le prix d'esclavage. Parce que c'est impossible, parce que c'est démentiel. Mais ça a continué. Je veux dire, et dire qu'il n'y a pas d'autre alternative, comme le dit Anna, et c'est juste, c'est essentiel au capitalisme. Parce que s'il y a une autre alternative, elle n'est justement pas capitaliste. Donc, il faut mentir absolument, il faut dire qu'on a besoin de l'or. On n'a pas besoin de l'or. L'or qui est extrait chaque année, c'est 3 à 4 000 tonnes. Il y en a pour l'industrie, et encore c'est la high-tech, donc on n'est pas sûr d'avoir tellement besoin, c'est 2 à 400 tonnes. Donc qu'est-ce que c'est le reste? Le reste, c'est la Chine, l'Inde qui font de la joaillerie, qui font en fait du stockage de trésorerie, d'une certaine manière. C'est donc inutile. Donc on détruit pour rien. On détruit pour les profits des actionnaires et des détenteurs de capitaux. Donc, il faut dire stop. Alors stop, évidemment, c'est nous, les terminaux de ce système. On est les terminaux, on est les consommateurs. Alors, on n'est pas coupable, tout a été fait pour que ça soit confortable, que ce soit agréable. Mais on a une partie de responsabilité et on doit prendre conscience qu'on est les terminaux de ce système-là. Alors moi, je ne détiens pas la solution, évidemment. Mais lutter contre l'extractivisme, c'est prendre conscience que c'est un délire, qui détruit la planète, qui détruit les hommes, qui réchauffe, etc. Et l'agriculture productiviste, pour ça, est emblématique de l'extractivisme, même si ce n'est pas le sujet ici, parce que bien sûr, le sujet ici, c'est les mines d'or et les mines, etc. Mais l'agriculture
Aujourd'hui, on cultive des plantes malades sur des sols morts. Donc effectivement, il est impossible de diminuer les pesticides. Tant qu'on est dans ce système-là, c'est impossible, puisque le sol est mort. Donc on ne fait pas revivre le sol, ben, les plantes elles vont avoir du mal à vivre sans des aides que ça s'appelle des pesticides qui sont aussi des systèmes de mort, hein, puisque site ça veut dire tuer. Et peste, c'est les insectes, c'est tout, etc. Donc l'agriculture productiviste, c'est le plus grand, c'est le plus grand lobby de la planète, puisqu'il commence avec les banques, les marchands de tracteurs, les marchands de semences, les propriétés intellectuelles sur les semences, les brevets, etc., en passant par les producteurs d'engrais. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle la NASAN, la nouvelle alliance pour la nutrition et la santé en Afrique, qui est patronnée par le G8 et des entreprises et des grandes entreprises. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et cette NASAN, elle est patronnée par qui? Par des producteurs d'engrais. Et ces producteurs d'engrais, ils transforment le gaz de schiste en engrais azoté. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut transformer l'agriculture africaine en agriculture productiviste pour écouler ses engrais. C'est complètement démentiel, alors qu'on sait aujourd'hui que dans les pays ex-tiers-monde, dans les pays dits en développement, mais qui ne se développeront pas, hein, puisque les pays dits en développement, s'ils sont toujours en développement, c'est parce que nous, les développés, on les a pillés. Donc pour se développer, il faudrait qu'ils nous pillent, ou quelque chose qui a un équilibre qui se rétablisse. Donc pour le moment, tant qu'on continue à les piller, à les extraire, etc., ils ne se développeront pas. Et donc, on dit, ah ben oui, c'est vrai, il y a un tiers des habitants de la planète qui ne mangent pas suffisamment pour avoir une vie active. Donc, s'ils ne mangent pas suffisamment, c'est parce que l'agriculture vivrière n'est pas capable de les nourrir. Donc, on va faire de l'agriculture productiviste qui, elle, va sauver la planète. Ce qui est un pur mensonge, parce qu'aujourd'hui, environ 70% de la nourriture qui alimente les 7,5 milliards d'habitants sont produits par l'agriculture vivrière et familiale, et non pas par l'agriculture productiviste. Donc, c'est mensonge sur mensonge, tout ça pour faire du fric, et on va détruire les terres africaines avec la NASAN et des autres saloperies comme ça, alors que même le Parlement européen, qui prend quand même pas de risque, a dit non, la NASAN c'est pas bien. Même le Parlement, mais ça fait rien, ça va continuer. Et ça s'appelle la NRV, la nouvelle révolution verte. Hein, comme celle-ci, elle a vachement bien marché, on va la faire en Afrique. Mais l'Afrique, les terres d'Afrique, les terres tropicales sont beaucoup plus fragiles que les terres ici. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des engrais, des pesticides, très rapidement, les terres vont être détruites, parce qu'en plus, il faut arroser. Donc l'arrosage fait remonter les sels minéraux, et les terres se salinisent, et après, elles sont stériles. En Inde, il y a beaucoup de terres qui sont salinisées. Je ne sais pas si ce n'est pas 10% des terres indiennes qui sont salinisées. Donc voilà, l'extractivisme, c'est un des grands responsables des destructions territoriales, c'est le grand responsable du réchauffement climatique, et le réchauffement climatique est en train de prendre une tournure absolument très rapide, quoi, beaucoup plus rapide que ce que le GIEC a dit. Donc il y a certains qui disent, d'ici la fin du siècle, l'Afrique et l'Europe seront des déserts, parce que le réchauffement climatique est tellement rapide que les végétaux n'ont pas le temps de muter, de se transporter, de se déplacer. Hein. Un arbre peut se déplacer, c'est-à-dire qu'en fonction des réchauffements, les arbres se déplacent. Bien sûr, l'arbre lui-même ne se déplace pas, mais la population se déplace. Et bien, si ça dépasse 1,5 degré par siècle, la végétation n'a pas le temps de se déplacer. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'extractivisme, non pas que du pétrole et du gaz, c'est l'extractivisme, et bien sûr du charbon, mais c'est l'ensemble du principe extractiviste qui est à la base de ce réchauffement et de cette destruction accélérée, qui accélère à travers le réchauffement climatique. Voilà. Passer la parole à la salle, on va prendre encore, je regarde où elle est, hein. On va déborder un peu, on va donner jusqu'à 16h10, et la prochaine conférence débutera à 16h30, plutôt sur le thème des luttes. Donc ce sera fait par Guy Auger, président des Riverains de Saint-Cyr, je le cherche, je ne sais pas où il est là-bas, et qui lutte depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, pas loin de 25 je crois, pour un après-mine
un peu moins dévastateur, on va dire. Et puis William Sachet qui est là-bas et qui lui nous parlera peut-être plutôt des luttes sur le continent Amérique du Sud, un peu plus large peut-être, etc. Je voudrais donc 5 minutes peut-être encore chacun. Juste deux questions dans leurs ouvrages, deux choses dont ils n'ont pas parlé. Il y a beaucoup de pistes d'approches différentes. Une des choses qui m'a intéressé, moi, parce que c'est un argument qui revient beaucoup en ce moment, c'est l'idée de dématérialisation et de découplage qui est présenté comme c'est le truc miracle. En gros, c'est l'humanité peut faire plus avec moins. Donc moi, je ne suis pas très finot, j'ai du mal à comprendre ça, je ne vois pas comment on peut faire plus avec moins. Donc je vais demander à Anna de nous parler de ça. Et puis Nicolas, il a commencé son livre sur la notion de... Voilà, et je suis content que tu aies oublié, parce que moi c'est une notion qui me touche beaucoup, parce qu'elle touche à la vie finalement, et c'est une notion que je n'avais jamais simplifiée comme ça, forcément, c'est pas mon boulot. C'est de donner, recevoir, rendre. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est formidable d'avoir synthétisé aussi simplement la vie, en fait. Parce que la vie, c'est ça, c'est donner, c'est recevoir et c'est rendre. Parce que, voilà, moi, mon existence, maintenant, quel sens elle a, sinon de rendre ce que je peux, ce que j'ai reçu, et voilà. Et on peut prendre tous les domaines de la vie, que ce soit une vie matérielle, un objet, des échanges d'objets, des échanges d'idées, j'ai retourné dans tous les sens, je ne vois pas d'autre sens. Donc j'aimerais bien que Nicolas si tu peux nous mettre ça, voilà, 5 minutes chacun. Ça va aller, Anna, 5 minutes? Alors c'est très mal la dématérialisation, il ne faut pas y croire. J'étais même plus rapide. Non, désolée, j'ai du mal à tenir les délais courts. Oui, la dématérialisation, effectivement, c'est un peu... déjà, c'est dématérialisation de la croissance ou dématérialisation de l'économie, hein, c'est pas tout court. Disons, c'est une expression du même acabit que, ici on parle beaucoup de la mine responsable, la mine propre, c'est-à-dire un oxymore. Un oxymore, qu'est-ce que c'est? C'est un syntagme qui va, disons, réunir dans un seul syntagme deux notions contradictoires, et donc en postulant que par ce simple fait, il fait exister le phénomène qu'il désigne. Donc voilà, le plus connu dans cette lignée-là, c'est le développement durable. On peut effectivement aussi penser à la croissance verte, etc. etc. L'usage de ces expressions ne change pas les pratiques, mais disons, brouille les repères. Enfin, il nous empêche de penser, il nous fait croire que en fait, voilà, c'est simple, parce que c'est quelque chose qui est vraiment véhiculé par tout un tas de rapports d'institutions internationales, de grandes déclarations, etc. Et puis donc, quand c'est pas notre boulot, quand on a d'autres choses à faire que d'essayer d'y voir plus clair, ben, on y croit, simplement. Et donc, pour ce qui est de la dématérialisation, c'est effectivement donc dématérialisation de l'économie ou de la croissance. Donc c'est effectivement un slogan qui est promu depuis au moins 5 ans par tout un tas d'institutions internationales, donc l'OCDE, le PNUE, la Commission européenne, etc. etc. Et donc le postulat, c'est comme Roland l'a dit, c'est que l'économie, et notamment l'économie mondiale, pourrait croître plus vite, donc produire plus de biens et de services, parce que c'est ça la croissance, en consommant moins de ressources naturelles. Et donc dans ces rapports, notamment un rapport du PNUE qui est sorti en 2011, qui est un peu emblématique, disons, de cette tendance, de cette idée de la dématérialisation, on nous dit qu'au final il y a de l'espoir, parce que non seulement c'est possible, bien sûr, nous pouvons y arriver, mais aussi on aurait déjà fait un petit bout de chemin. La preuve, les pays de l'OCDE ont une croissance de plus en plus dématérialisée, et même au niveau de l'économie mondiale, il y aurait eu un certain niveau de cette dématérialisation au cours du siècle dernier. Donc ça, c'est ce qu'on comprend si on lit les grands titres et les résumés. Après, bon, si on rentre dans les détails de ces rapports, parce qu'ils sont bien faits, hein, c'est pas qu'ils disent des mensonges, c'est qu'ils habillent la réalité d'une certaine façon. Et donc quand on regarde un petit peu plus en détail, on s'aperçoit qu'il y a déjà différents types de dématérialisation. Alors dématérialisation, c'est un cas particulier de découplage, donc découplage entre la croissance économique et les effets néfastes. Donc on va dire là, c'est entre la croissance économique
et la consommation des ressources naturelles. Et donc, ce découplage-là, il peut avoir plusieurs formes. Donc, on parle de découplage relatif, absolu, quand la consommation des ressources naturelles recule pendant que la croissance continue à augmenter, le PIB continue à augmenter, et on parle de découplage relatif quand la croissance continue à augmenter et la croissance de la consommation des ressources naturelles augmente moins vite. Donc c'est effectivement ce qu'on a vu au niveau de l'économie mondiale au cours du XXe siècle, c'est-à-dire que la croissance de l'extraction des ressources naturelles, le volume des ressources naturelles extraites a été multiplié par 8, alors que le PIB a cru d'un facteur 22. Donc effectivement, il y a un découplage. C'est-à-dire qu'il y a un gain d'efficacité, disons, de productivité de ressources par unité de production. Ça ne veut absolument pas dire qu'on consomme moins en termes absolus. Donc après, je pourrais continuer là-dessus, mais en 5 minutes, c'est difficile. Juste, deuxième point important à comprendre, c'est toujours au niveau de cette typologie de différentes formes de découplage, on parle de découplage net et de découplage brut. Le découplage brut, c'est celui qui ne tient pas compte des flux cachés ou indirects liés aux échanges commerciaux, c'est-à-dire, pour ce qui concerne les matières premières, toutes les matières premières qu'il a fallu extraire pour fabriquer, pour obtenir les produits qui sont échangés sur les marchés, donc exportés par les uns, importés par les autres, etc. Donc quand on nous dit que les pays de l'OCDE présentent des résultats intéressants en matière de dématérialisation, eh bien la plupart du temps, c'est tout simplement parce qu'ils ont délocalisé une partie de leur industrie extractive, c'est-à-dire que c'est pas l'extraction, une partie de l'extraction des produits qu'ils consomment, qu'ils importent, qu'ils exportent, elle est faite ailleurs. Donc c'est assez, voilà. Après, tout ça, on le trouve dans ces rapports, si on regarde de plus près. Mais c'est un peu la pensée magique, c'est-à-dire que voilà, les grands titres de journaux, les résumés pour les décideurs et pour les médias, ça va nous sortir de 3 points clés en disant que tout va bien. Voilà, après, j'arrête. Merci. Bon, alors le donner, recevoir, bon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est en fait, peut-être pas dans toutes les sociétés, mais probablement dans toutes les sociétés, c'est ce qui a permis de créer le lien social, les sociétés en définitive, même encore aujourd'hui, si vous recevez quelque chose de quelqu'un, vous vous sentez devoir rendre, même si c'est un cadeau complet, vous vous sentez, bon voilà, c'est cette notion de recevoir, de donner et de recevoir fait partie de notre vie encore aujourd'hui. Donc avant, le donner-recevoir était probablement encore beaucoup plus important et contrairement à ce qu'on imagine, les premiers échanges ne se sont pas faits par l'intermédiaire du troc, mais par l'intermédiaire de la dette. Alors je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui avait besoin de semences, mettons 10 kg de semences, 1 kg de semences, que sais-je, eh bien il va l'emprunter à quelqu'un d'autre qui en a, et il ne va pas lui rendre tout de suite, il va semer, produire du grain et peut-être rendre avec une partie supplémentaire. Et donc, le moment entre celui où il reçoit et celui où il rend, c'est un moment de ce qu'on appelle la confiance, credo, je crois, le crédit. C'est un crédit, c'est donc une dette. En fait, c'est le système dette, il est inscrit. Et ça, c'est la dette légitime. Ça n'a rien à voir avec la dette illégitime. Ça, c'est une dette légitime. Et cette dette légitime, ce système de crédit qui était certainement très développé avant que la monnaie existe, eh bien, il est essentiel quand on essaie de l'appliquer, par exemple, à l'extractivisme. Voilà. L'extractivisme, c'est pour moi, par exemple, ici, rétablir une mine d'or par des détenteurs des capitaux, ça va être un prendre sans rendre. Parce que qu'est-ce qu'ils vont ils vont prendre l'or, des emplois, ils disent qu'ils vont en créer, donc c'est un mensonge, donc il n'y a pas de rendre, ils vont prendre, et puis c'est tout, ils vont polluer, et donc c'est un prendre sans rendre. L'extractivisme, c'est quelque chose qui tue la société, puisqu'elle ne respecte pas ce système du donner-recevoir. Hein? La population ici n'est pas prête à donner l'or, à donner la mine. Enfin,
ceux qui ne comprennent rien, ou ceux qui ont un intérêt direct parce qu'ils pensent qu'ils vont être employés, ou parce qu'un maire va recevoir un peu d'argent pour sa commune, ils imaginent que c'est équilibré et que oui, il va recevoir de l'argent, etc. Mais en réalité, la population globale dans l'extractivisme, elle est perdante. Ok, on va avoir peut-être grâce à l'extractivisme, on a un certain confort, etc. Mais on a ce confort momentanément et au prix de la destruction de la planète, au prix de la destruction de peuples qui n'en profitent absolument pas. Quand on voit le combat au Pérou contre la mine Conga qui dure depuis des années, on sait très bien ce qui s'est passé et comment l'entreprise Yanacocha a détruit des lagunes magnifiques, a rasé la montagne. Moi j'ai vu des photos, la montagne elle est rasée. Il y avait une magnifique montagne avec des magnifiques lagunes, c'est rasé. Ils veulent refaire la même chose. Donc évidemment, les paysans ont bien compris ce qui allait se passer puisqu'ils ont l'exemple 20 km à côté. Donc ils se battent. C'est un prendre de force sans rendre. Voilà, cette notion est vraiment, moi je trouve très intéressante pour critiquer ce système qui, voilà, et donc le rendre, le non-rendre d'une certaine manière, c'est ça, c'est la dette écologique. Si aujourd'hui l'industrie voulait être dans l'équilibre, eh ben, il faudrait qu'elle le fasse avec l'accord des populations, que ça profite aux populations, que ça ne détruise pas la nature, parce que le prendre sans rendre, c'est aussi un prendre à la nature sans rendre à la nature. Et si on ne rend pas à la nature, si on détruit la nature, c'est nous qu'on détruit, puisqu'on est un élément de la biodiversité. Il est clair que si on réchauffe la planète, on ne pourra plus vivre sur la planète, et c'est ce qui est en train de se produire. Je ne sais pas quelle vie nos enfants auront, ou nos petits-enfants auront. Moi j'ai des petits-enfants qui sont nés avec ce siècle, je ne suis pas sûr qu'ils pourront vivre tranquillement, même jusqu'à mon âge. Je ne suis pas du tout certain, parce qu'avec plus 4 ou plus 5 degrés, c'est ce vers quoi on se dirige aujourd'hui, hein, puisqu'il n'y a pas de ralentissement du réchauffement. Il n'y a pas de ralentissement des extractions de pétrole et de charbon. Or, on sait que si on veut rester en dessous d'1,5 degré, il faut laisser 80% des ressources naturelles dans le sol. Donc, il y a un délire, et qui est ce délire extractiviste, il est en dehors de ce qui a créé nos sociétés, voilà, de ce don contre don, que ce soit avec les hommes ou que ce soit avec la nature. Il n'y a pas de respect du système qui a créé nos sociétés. Voilà, pour moi, les détenteurs d'actions, les actionnaires, tous ces gens-là sont en train de détruire pour un profit immédiat. Ils détruisent demain et voilà, et je trouve ça normal. Je veux dire, chez nous, par exemple, il y a des gens qui enlèvent le long de Lyon. Moi, j'habite du côté de Lyon, donc il y a des terres alluvionnaires de part et d'autre de Lyon. C'est magnifique, c'est des terres très fertiles. Et donc, ils enlèvent la couche fertile, qui peut être de 20, 30, 40 cm, et dessous, il y a du sable. Et donc, ils extraient le sable. Et à la place du sable, qu'est-ce qu'il y a? Ça se remplit d'eau, puis c'est fini, il y a des lagunes. Et donc, toutes les belles terres fertiles de Lyon se transforment en lagunes. Et alors, donc, on a été les voir, on leur a dit, le sable, il n'y en a plus beaucoup, il faudrait peut-être penser à faire autre chose. Et puis, des terres fertiles, il va y en avoir de moins en moins, parce que quand on parle d'artificialisation des sols, de destruction des sols, ça s'en est. L'eau, c'est pas, on mange pas avec de l'eau. Bien, c'est bien de boire de l'eau, mais ça ne nourrit pas. Et ils disent, oui, mais il y a de la demande. Voilà. Tina, il y a de la demande. Alors, nous, on creuse, hein. Voilà, on en est là. Et ça, c'est on prend sans rendre. Voilà. Bon. Eh bien, donc, la parole est à vous pour jusqu'à 16h10. Il y a un micro. Oui, c'est sans micro si vous parlez fort. Et puis, n'hésitez pas à poser tout ce qui vous passe par la tête, parce que quelquefois on a l'impression que ce qui nous traverse n'a pas de rapport avec ce qui a été dit. En fait, on se rend compte que ça a souvent un rapport. Il y a beaucoup de convictions et on est très intéressé par ce que vous dites, mais la question c'est que faire derrière. Alors peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est important. Qu'est-ce qu'il faut racheter des bouts de terrain là-bas dans la zone pour les empêcher de travailler, mettre dynamiter les bulldozers? On est prêt, il n'y a pas de problème.
pas, peut-être des éléments de réponse, même si ça anticipe un peu sur William et Guy en parleront tout à l'heure, mais on peut déjà... Moi, je veux bien répondre très très vite, très simplement. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire, c'est la prise de conscience. Une fois la prise de conscience, si elle pouvait s'étendre, les gens comprendraient qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont posés. Donc la solution, moi je ne la connais pas, mais la solution elle est multiple. C'est sûr que la société de consommation thermo-industrielle dans laquelle on est, elle est destructrice. Donc il y a plein de solutions, mais elles sont un peu difficiles à mettre en place, elles sont un peu difficiles à accepter. C'est-à-dire, ça veut dire baisser notre super confort, arrêter de gaspiller la bouffe. Mais bon, on gaspille parce que c'est pas cher, parce qu'il y en a partout, parce que voilà, avant les gens ne gaspillaient pas parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Donc je ne sais pas comment on fait. C'est la prise de conscience. Après chacun fait comme il veut, mais c'est quelque chose de collectif. C'est la société entière qui doit changer. Si tant que la société elle sera dirigée par des détenteurs de profit dont le seul but c'est de se faire une piqûre de profit tous les jours parce que sinon ils se sentent mal, on va nulle part, on va à la catastrophe. Alors comment les faire changer? Plus on sera nombreux à penser comme ça, et plus on aura des chances que ça change, parce qu'on ne va pas aller les guillotiner. On connaît le système, c'est pas un système qu'on est prêt à faire, en plus on n'a pas envie, on n'est pas dans la violence. Donc c'est la prise de conscience, la guerre des idées, c'est ce qui commence, et puis chacun fait son niveau, mais les combats collectifs, cette réunion-là, même si on n'est pas nombreux, elle est formidable. Pour moi, elle est formidable parce que chacun peut comprendre et assimiler et faire ce qu'il peut faire, soit vers les autres, soit lui-même, etc. Mais il n'y a pas de solution. Moi, je ne détire aucune solution, bien sûr. Si tu veux. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, je pense que en fait, les deux sont liés, c'est-à-dire que ce qu'on fait ici et ce qu'on fait sur tous les territoires menacés par tous ces projets qu'on a cités et d'autres encore, c'est de résister. Et finalement, ce que tu appelles prise de conscience, on peut aussi parler de naissance de nouveaux imaginaires ou de renforcement d'imaginaires anciens, mais avec un certain nombre de valeurs auxquelles on recommence à s'intéresser, notamment à l'importance de la terre, l'attachement à son territoire, des choses comme ça. Et bien finalement, en fait, les deux sont liés, c'est-à-dire que non seulement localement on résiste, on empêche chaque projet concret d'avancer, mais aussi dans ces luttes, on avance dans les réflexions, les questionnements à partir des situations finalement très concrètes. On se rend compte, on déroule l'ensemble de la chaîne, on arrive, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on extrait ça, à quoi est-ce que ça va servir, qui est derrière, quel rôle moi je joue dans tout ce système, parce que finalement c'est inévitable, et donc petit à petit on se pose des questions qui poussent aussi à la construction d'alternatives, de pratiques alternatives sur les territoires, et des changements au niveau de nos modes de vie, de façon de penser. Voilà. Moi, je vous rejoins sur le côté lutte globale, parce que là, je me dis, si on essaie de lutter contre l'installation d'une mine chez nous, si c'est pour que cette mine soit ailleurs, en fait, on n'a rien gagné du tout. Donc, c'est toujours mieux chez les voisins que chez soi, ça c'est très chouette. Après, moi, je voulais poser une question sur l'usage qu'on fait des métaux. Vous avez parlé de l'or qui est stocké à certains endroits. Je pensais au numérique. En fait, quand vous parlez de dématérialisation, je pensais qu'on avait parlé numérique, je ne pensais pas forcément à votre propos, qui était très très intéressant. Et je me dis qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça a, et en fait, j'imagine qu'on a besoin de beaucoup de métaux, enfin beaucoup, je ne sais pas quelle est la proportion, mais pour tout ça, en fait, tous ces iPhones qu'on a à la poubelle, qu'on rachète, et ça, on a peut-être en acte de consommation un vrai rôle à jouer là-dessus. Alors, je pourrais avoir votre avis là-dessus. Et après, comme rôle qu'on peut avoir, moi je trouve que tout est lié, comme disait Nicolas. Et la première chose, en fait, pour moi, en tout cas, de ce que je fais au quotidien, c'est l'alimentation et l'agriculture. En fait, quand vous avez parlé d'agriculture, c'est vraiment à la base de tout, quoi. Donc voilà, je trouve ça très important de faire attention à ces actes de consommation. Voilà. Ok, je réponds sur l'agriculture très vite parce qu'on parle ici d'extractivisme. C'est le plus grand extractivisme parce qu'il faut de la potasse, c'est un minerai, c'est fini. Il faut du phosphate, c'est fini. Il faut du gaz pour faire des engrais azotés, c'est fini. Il faut du pétrole. Et après, on extrait de l'eau qu'on pollue. C'est le plus grand consommateur d'eau, c'est l'agriculture productiviste.
et on extrait la fertilité des sols, hein, puisque les sols sont morts. Donc là, il y a un changement énorme qu'on doit impulser. Et on doit absolument se battre contre les gens qui disent que l'agriculture productiviste nourrit le monde. Elle l'affame. Elle l'affame. C'est un mensonge. C'est un énorme mensonge. Donc voilà, là, il faut être clair. L'agriculture productiviste affame le monde. Et les agriculteurs, ce sont des extracteurs extractés. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous allez faire ça, on vous subventionne pour faire ça, on vous endette pour faire ça, et vous faites ça, et vous ne faites pas autre chose. Et vous gagnez pas de fric, mais on s'en fout parce que c'est derrière les transformateurs et les distributeurs qui gagnent du fric. Vous produisez de la matière première, ils sont comme des pays du tiers-monde, les agriculteurs, sauf certains qui gagnent du fric, mais dans l'ensemble, c'est des extracteurs extractés. Et là, on comprend mieux le système. Parce que l'extractivisme, il est fondamental au capitalisme. Il est fondamental. Et moi, je ne critique pas les agriculteurs, même s'ils ont leur part de responsabilité, s'il faut des pesticides et qu'ils sèment la mort. Mais ils sont poussés à ça. Ils n'ont pas d'autre solution. Dans les écoles, on leur a appris qu'il n'y avait que ça comme solution. Le TINA de l'agriculture productiviste. Et on nous ressasse encore que l'agriculture productiviste va nourrir le monde. Mais c'est une saloperie, c'est un mensonge. C'est l'agriculture biologique qui va nourrir le monde et qui ne salope pas l'eau et qui ne salope pas tout et qui se passe d'engrais azotés. Mais évidemment, dans ce système-là, il faudra manger 10 fois moins de viande. Hein. Il faudra manger que, si on veut manger de la viande, de la viande qui est produite sans intrants extérieurs, sans soja, juste avec les éléments de la ferme. Voilà. Et bon, moi j'en mange pas, mais je m'en fous si les gens veulent en manger. Mais c'est impossible de dire toutes les pollutions en Bretagne des algues vertes, c'est parce que au lieu de mettre 10 cochons, mettons à l'hectare, j'en sais rien, on en met 20 ou 30 ou 40 parce qu'on importe du soja. Ah, évidemment, les excréments, il n'y a plus rien, c'est plus possible, les terres ne sont plus capables de les absorber. Donc voilà. Voilà. Moi, je peux juste donner un élément de réponse pour l'or, puisque ici c'est un projet de mine d'or. Il y a un site qui s'appelle World Gold Council, vous pouvez aller voir, c'est un site qui est un site de com des 25 plus grandes compagnies minières mondiales à peu près, ils ne sont peut-être pas toutes, mais ça en fait déjà pas mal. Les chiffres 2014, c'est, si on ne met pas le recyclage dedans, 69%, un peu plus de 69% de l'or extrait de l'année 2014 de la Terre est parti en bijouterie. C'est leur chiffre à eux. Ensuite, quant aux nouvelles technologies, c'est entre 12 et 15%. Donc, et on sait que l'or, c'est un des métaux qui se recycle le mieux. On peut arriver à des taux, je crois que c'est Lewis qui dit ça, autour de 50%, donc c'est énorme en fait. Un peu, voilà. En plus, on a des réserves dans un livre qui est là-bas, mais à consulter, il s'appelle Quel futur pour nos métaux. Il prend un certain nombre de métaux un par un, et les réserves pour l'or, c'est je ne sais combien, déjà avec le métal or qui existe sur la planète. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme en fait.